On a passé en revue des évolutions et innovations, tant dans le domaine de l'accompagnement que dans le domaine de la scolarisation. Avez-vous des questions? Moi, j'ai par exemple une question pour initier le débat, qui est destinée à M. Bourg. On nous annonce, M. Bourg, une unité d'enseignement externalisée par département pour 2023. C'est un beau projet, mais comment faire dans un département, compte tenu de sa dimension géographique, pour servir correctement, si je puis dire, accueillir correctement les enfants polyhandicapés dans une unité d'enseignement externalisée qui peut parfois se trouver fort éloignée du lieu de vie de l'enfant. Oui, alors, je vais avoir en partie du mal à vous répondre parce que moi, mon rôle, c'est de décliner des politiques publiques dans un ancrage territorial. C'est ce que nous avons fait. Donc, sur la question de la programmation politique des unités d'enseignement externalisé en France, ça ne relève pas de ma compétence. En revanche, évidemment, Sébastien Le Goff en sait quelque chose. Nous battons pour en implanter d'autres parce que les réalités territoriales sont effectivement très, très variables. La population des départements est effectivement très variable. Je suis dans un département qui peut peser plus lourd que des académies entières en termes de population. Donc, se dire une par département, c'est un premier pas, mais évidemment, ça nécessitera d'avoir un maillage territorial beaucoup plus intense à l'avenir. C'est le projet que nous portons conjointement avec l'ARS dans le département, c'est-à-dire les unités d'enseignement doivent être externalisées, doivent être des réponses de proximité. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de cette mère qui disait que jamais, comme son enfant n'était pas à l'école, n'avait pu inviter son enfant n'avait pu inviter ses camarades à son anniversaire et inversement. Le maillage, quelque part, ça doit répondre à cela. C'est-à-dire que en développant des unités d'enseignement externalisées en tout lieu, en fonction des besoins du territoire, ça permet d'apporter des réponses aux familles localement, et y compris que les familles puissent être parents d'élèves, que l'enfant puisse aussi participer à des activités périscolaires dans la commune. Vous voyez, c'est ça l'enjeu, c'est ce à quoi nous travaillons. D'où le fait que, je le disais, nous sommes passés de 12 à 29 unités d'enseignement externalisé dans le département, et j'espère qu'on arrivera à 40 le plus rapidement possible. Non pas pour faire de l'unité externalisée pour de l'unité externalisée, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas, vous voyez, mais simplement pour apporter des réponses à des besoins, avoir une nouvelle modalité de scolarisation et apporter des réponses locales à des situations de famille, à des situations d'enfants. Voilà. Je souscris pleinement à ce qui a été dit et je veux juste témoigner du fait que même s'il y a eu un peu de retard à l'allumage, il y a en tout cas très vite une transformation dans les esprits des familles qui fait très plaisir à voir. Et par exemple, donc, au CESAP, nous avons eu la chance d'ouvrir la deuxième unité d'enseignement externalisé à Meaux en Seine-et-Marne ce mois de septembre, et des familles qui, il y a encore quelques mois, puisque ce projet s'est mené très vite, se disaient jamais je n'aurai cette chance de maman d'accompagner ou d'aller chercher mon enfant à l'école. Quelle peine. Bien sûr, sont pleinement heureuses et voilà, on les comprend. Et à la réunion petit bilan de la semaine dernière, on dit mais il a bientôt 10 ans, mais en fait, là, maintenant, je ne veux plus que ça s'arrête. Quand est-ce qu'on ouvre une unité d'enseignement au collège? Donc, je pense que vous aurez aussi de la demande pour le collège. Et c'est une évidence, en fait. Et ça rejoint tout ce qu'on a dit sur le fait que à tous les âges de la vie, il faut apporter sa solution. Je vais juste, pardonnez-moi, il y a une remarque sur le chat. Là, on est sur les super
du modulaire technique de haut niveau. Donc, je réponds en présence à une question du chat sur un point que j'ai abordé concernant les nouveaux métiers dans nos établissements. J'ai sans doute été maladroite. Apparemment, j'ai choqué. Donc, je tiens à préciser que mon propos n'était pas de dire que je voulais remplacer les professions et les métiers qui existent, mais que je pensais qu'il fallait s'adjoindre de nouvelles professions et de nouveaux métiers, puisqu'on faisait un petit peu évoluer nos manières d'accompagner et qu'il fallait, en fait, c'était une manière de dire, dans l'innovation, il ne faut pas s'interdire de penser et de sortir du cadre, y compris sur nos fameux tableaux du personnel, nos organigrammes type sur les métiers qu'on connaît et qu'on a eu et qu'on espère continuer d'avoir. Voilà, confère actualité difficile dans l'avenir. Voilà, donc je vais juste apporter cette précision. J'espère que voilà, les personnes qui se sont alarmées m'auront mieux comprise, enfin que j'aurai été plus claire pour elles cette fois. Alors, simplement pour vous rassurer, en tout cas sur l'exemple départemental que je peux porter, nous avons des unités d'enseignement externalisé en maternelle, nous en avons en élémentaire, nous en avons en collège et nous en avons au lycée. La prochaine que nous ouvrirons sera en lycée. Voilà. Maintenant, il va falloir évidemment étendre aussi ces unités-là à tout type de handicap. Évidemment, pour l'instant, nous en sommes à la première, la deuxième en cours pour les élèves avec polyhandicap, mais on en a d'autres sur d'autres champs. Il en faut dans tous les champs et à tous les niveaux, effectivement. Voilà. Alors justement, puisque vous parlez de l'avancée en âge de ces jeunes, si je puis dire, on est toujours désolé de voir qu'effectivement, pendant le temps de la jeunesse, il y a une certaine quantité de propositions à relativiser avec tout ce dont on a parlé aujourd'hui, et que par contre, quand ce jeune devient adulte et qu'il entre dans le secteur médico-social adulte, les offres sont bien différentes et que malheureusement, il n'y a plus de poursuite véritable d'apprentissage organisé, alors qu'il s'inscrit lui-même dans une temporalité tout à fait différente et qu'il est tout à fait apte. On l'a dit ce matin, on apprend toute la vie, mais alors, a fortiori, quand on est polyhandicapé et que sa temporalité d'apprentissage a une certaine vitesse, on doit pouvoir continuer ses apprentissages bien au-delà de l'entrée dans l'âge civil de l'adulte, si je puis dire. Est-ce qu'on peut imaginer que ces unités d'enseignement externalisées puissent accueillir des résidents de masse un jour ? Alors là, encore une fois, ça va dépasser mes compétences puisqu'on est dans l'ordre de la définition des politiques publiques. Moi, ce que je peux vous dire, d'un point de vue simplement professionnel, alors je n'ai pas en tête, et je m'en excuse, mais ça doit se trouver assez aisément, c'est-à-dire l'espérance de scolarisation des élèves en France. C'est-à-dire qu'en fait, on a une bonne partie quand même de nos jeunes qui vont au-delà de 16 ans de l'obligation légale. Vous voyez, qui poursuivent leur scolarité à l'école, enfin dans des études supérieures ou autres, ou dans d'autres sections professionnelles ou professionnelles, etc. Vous voyez, donc il n'y a pas en soi de raison que on mette une barrière d'âge simplement légale à l'accompagnement de nos élèves. Vous voyez, bon, mais là aussi on est sur quand même voyez, on est au lycée là déjà, c'est pas mal. Donc les universités rentrent pas dans mon champ de compétences, mais il y a des choses évidemment à inventer. Mais même cette question qui est plus large, c'est-à-dire de la visée ultime. Je disais que la mission de l'éducation nationale est une mission d'éducation, est une mission d'instruction, une mission de formation. Mais au-delà, la visée ultime, c'est l'insertion sociale et professionnelle. Les enjeux derrière, ils sont aussi là, vous voyez, c'est-à-dire notamment nous travaillons à cette question là de la professionnalisation ou de l'accès au métier, ce qui est aussi un sujet hautement complexe dans le champ du handicap, vous voyez, mais de la place de l'individu dans la société. Voilà. Ça, c'est la visée ultime, mais qui nous appartient pas à nous seuls, mais qui est évidemment une de nos préoccupations. S'agissant des personnes polyhandicapées, on disait ce matin qu'on pouvait difficilement envisager qu'elles accèdent à une activité professionnelle. Par contre, il s'agit de continuer à leur permettre de s'épanouir pleinement, de développer pleinement leur potentialité et leur qualité de vie. Si je peux me permettre, c'est que la question des apprentissages, elle ne relève pas que de l'éducation nationale. C'est-à-dire que pour moi, la question de l'apprentissage, on l'a vu tout à l'heure, ça relève des éducatifs, des éducateurs spécialisés, des kinés, d'un orthophoniste, d'un psychologue. Enfin, la question de l'apprentissage, mettre le focus sur l'éducation nationale, pour moi, me paraît très, très réducteur. Et quand je parle de la continuité de l'apprentissage à l'âge adulte, je parle aussi de la différence de moyens octroyés entre les établissements pour enfants et les établissements pour adultes.
c'est bien là où on parle de la question de l'apprentissage. C'est-à-dire que quand on passe du côté de l'adulte, on pourrait se présupposer que dans les moyens qui sont alloués, et qui sont bien inférieurs, soit de 30%, voire de 40%, puis aujourd'hui, sans professionnel, je ne sais plus de combien de pourcents, on pourrait penser que la personne handicapée n'évolue plus, ce qui est complètement faux. Aujourd'hui, je le redis, la question de l'apprentissage, c'est pas l'éducation nationale, ce n'est pas que l'affaire de l'éducation nationale, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de 17 professions qui travaillent dans un établissement, dans une masse, par exemple, et qui accueillent des adultes. Dans les recommandations de la HAS qui nous ont été présentées ce matin par Madame Jambard, on insistait bien justement d'une part sur cette possibilité d'apprentissage toute la vie et sur la temporalité particulière des personnes polyhandicapées. Encore faut-il que ces recommandations puissent effectivement être considérées comme étant un guideline, si je puis dire, enfin, pour pouvoir faire évoluer les structures médico-sociales pour les personnes polyhandicapées adultes, devenues adultes. Est-ce qu'il y a des questions, Christine? Alors, avant une question, je voudrais faire une remarque préalable. Je crois qu'on cessera d'être à l'écart, si je puis dire, parce que nous le sommes toujours. Le jour où on cessera de parler pour les enfants polyhandicapés de droit à la scolarisation et pour les enfants du milieu ordinaire d'obligation scolaire. Comment est-ce qu'un droit et une obligation peuvent s'opposer? C'est assez intéressant. C'est toute une discussion. Et je voulais juste dire que dans le cahier des charges, l'âge scolaire, enfin l'obligation scolaire est repoussée à 18 ans, ce qui est une première chose. Et la deuxième chose, j'ai une question de béotienne, une question arithmétique. Sébastien, tu disais tout à l'heure que une unité d'enseignement, ça coûtait très cher, probablement. Alors, ma question est la suivante. On a dit qu'on allait avoir une UE dans chaque département. Le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, prévoit 6 millions pour la scolarisation des enfants polyhandicapés. Les unités externalisées. Je ne sais pas quelle est la part de la sécurité sociale, je ne sais pas quelle est la part des départements, je ne sais pas quelle est la part de l'éducation nationale, qui n'est pas négligeable, mais est-ce qu'on arrive effectivement à autant d'unités d'externaliser, une par département que ça? Alors, s'il faut parler des chiffres, quand on parle de budget pour monter ce type d'unité d'enseignement, il y a un premier budget qui est l'éducation nationale. C'est le salaire, on va être brut, hein, c'est le salaire de l'enseignant spécialisé. On va parler du salaire de l'éducateur spécialisé et de l'AMP ou de d'autres personnes qui pourraient venir en complément. On va parler de la collectivité territoriale qui aura investi. Alors, c'est pas un salaire, mais c'est l'investissement avec des amortissements, et donc c'est aussi de l'investissement qui est renouvelé. On va parler de quelque chose qu'on oublie, mais qui prend son importance aujourd'hui, la question des transports, c'est-à-dire les taxis, c'est-à-dire parce que tous les parents n'ont pas le véhicule adapté. Voilà. On va parler de l'accompagnement d'un praticien, n'importe lequel, en libéral. Aujourd'hui, ce qui a été connu avec l'ARS, c'est que pour la mise en place d'une unité externalisée en Île-de-France, on compte 100 000 € pour une unité d'enseignement externalisé. Ça coûte à l'ARS, simplement à l'ARS. Ça ne dit pas, je parle pas d'éducation nationale, je parle pas de tout le reste. Ça coûte à l'ARS 100 000 €. Donc, les 6 millions recouvrent bien 60 unités externalisées nouvelles, à condition, évidemment, que les collectivités territoriales et l'éducation nationale participent. Alors, pour moi, c'est un leurre. C'est pour ça que je dis simplement 100 000 €. Ce qui relève du budget ARS, c'est 100 000 €. Ça ne parle pas du tout de l'éducation nationale. Ça ne parle pas du tout de ce que vont engager les collectivités territoriales. Parce que quand on parle de collectivité territoriale, on parle aussi du salaire de la personne qui fait le ménage, de la personne qui fait la cantine, de la personne. C'est toutes ces personnes-là qui accompagnent de tout le périscolaire. Voilà. Enfin, on parle de tout ça. 100 000 €, c'est ce que déboursera pour 60 unités d'enseignement
simplement l'ARS. Ce n'est pas suffisant. Bon, mais il y a encore un peu de boulot. Réponds à ta question. Malheureusement, oui. Est-ce qu'il y a une question concernant la première partie de l'après-midi et notamment ces nouvelles modalités d'accompagnement? Moi, j'ai peut-être une question pour introduire le débat, que je me tourne vers Sylvie Guébélil. Vous avez parlé effectivement de ces fameux, je m'excuse, les cibles, les PAG, plans d'accompagnement globaux, qui supposent parfois notamment la mise en place d'un groupe opérationnel de synthèse. Donc tout ça, ça suppose effectivement sur le plan territorial une organisation. Est-ce que vous avez été souvent amené, en tant que directrice d'établissement, c'est plus tout à fait votre situation maintenant, mais est-ce que vous avez été souvent amené à participer à des groupes opérationnels de synthèse? Est-ce que ça s'organise bien sur le territoire? Est-ce que ça s'organise bien notamment en interassociatif et particulièrement pour des situations de personnes polyhandicapées? On se parle clair. Ça dépend des territoires. Il y a vraiment des territoires où la chose a été très expliquée, beaucoup de pédagogie, la MDPH a vraiment amené ça de manière très multipartenariale, de manière assez automatique, etc., et où ça fonctionne plutôt bien. Et puis des territoires où c'est plus compliqué, où il faut bien se le dire, c'est un peu toujours les mêmes qui viennent autour de la table et un peu toujours les mêmes qui n'y viennent pas. Et aussi la question du curseur, de qu'est-ce qui relève d'un groupement opérationnel de synthèse et qu'est-ce qui n'en relève pas, qui est vraiment, je pense que les indicateurs doivent exister, mais sont interprétés de manière très différente d'une MDPH à l'autre, d'un territoire à l'autre, et ce qui fait que certaines situations pourraient relever de PAG à certains endroits, mais ne sont pas traitées en tant que telles, ou en tout cas nécessiter un regroupement de partenaires, alors qu'à d'autres endroits, ça l'est. Donc, c'est très compliqué de répondre à cette question. Moi, ce que j'ai trouvé pour avoir participé à quelques reprises à ces groupements opérationnels de synthèse, c'est que c'est quand même, justement par rapport aux orientations CDAPH sur dossier, rarement, très très rarement, normalement en présence de l'individu, de la personne et de sa famille, c'est quand même un des rares endroits où on est tous autour de la table. Financeurs, MDPH, famille, opérateurs et sanitaires et médico-social. Donc quand ça fonctionne dans l'idéal, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, hein, on s'expose plus forcément, on est face à la famille, à son entourage qui expose ses besoins, qui nous voit refuser, hésiter, proposer autre chose. Donc moi je trouve que c'est un exercice pas facile, ayons l'honnêteté de le dire, mais pour le coup, on est tous autour de la table et je trouve qu'on a cette honnêteté à avoir, voilà, et c'est ça qui ressort quand ça se passe bien, dans l'idéal, dans les territoires où ça fonctionne. Et après, qui gère le plan d'accompagnement global qui a ainsi été collectivement construit? En général, dans les gosses auxquels j'ai participé, l'animateur, la MDPH en règle générale, demande à un porteur principal en fait d'être le porteur du PAG. Et quand on organise en fait une solution à plusieurs et qu'il y a des relais, c'est ce porteur qui fédère et qui coordonne. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez, Monsieur Scottet, je ne sais pas si Monsieur Scottet est encore avec nous, a parlé de masse à domicile. Je ne veux pas vous retarder outre mesure parce que je sais que vous devez y aller aussi. Sylvie, vous avez parlé de masse externalisée. Alors, est-ce que dans le jargon administratif, il y a une différence entre masse à domicile et masse externalisée? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est aussi la ce même que je chose. pensais. Pardon? Je pense tout, alors, je vous partage, mais je me dis comment les parents font pour s'y retrouver. C'est-à-dire entre le GOS, le PAG, le 360, le PCPE, le DASMO, max externalisé, masse à domicile. Si c'est ça l'avenir, c'est un sacré chemin pour les parents. Même moi, en tant que gestionnaire, des fois, j'ai du mal à savoir qui participe à quoi. Alors, j'ai bien ciblé certaines choses. En tant que professionnel, on a du mal à expliquer aux parents quel dispositif sert à
qui, pourquoi et comment, ne serait-ce que le parcours. Et aujourd'hui, je me dis, on rajoute de la complexité à une situation qui est déjà complexe, d'avoir pour certains enfants en situation de handicap, je trouve ça, voilà, et on se dit, voilà, la proposition qui est faite aujourd'hui va être très complexe, ne serait-ce que dans la compréhension des différents dispositifs. Voilà, c'était juste une réflexion que j'avais où je me dis, chapeau à tous les parents qui vont pouvoir se réussir à se retrouver dans ce méandre, ne serait-ce que des interpellations, PCPE, GOS, PAC, RAPT, voilà, bravo. Bonjour, juste une petite dernière question rapide. Je m'appelle Nathalie, je suis psychomotricienne dans un EAP. Juste une petite question par rapport au DASMO et aux masses à domicile. À aucun moment, vous avez évoqué quel type de professionnels travaillaient dans ces structures-là, dans ces services. Donc voilà, c'était juste pour savoir. J'ai bien compris qu'il y avait des binômes, mais quelles professions, quels sont les professionnels directement? Du coup, je vais peut-être pouvoir répondre sur celui que je connais. On a considéré que un DASMO, par rapport à des solutions que la famille aurait déjà pu trouver dans le comment on appelle ça, de droit commun, dans le milieu ordinaire, ça se devait d'être spécialisé, en fait. En fait, l'idée, c'est d'apporter une valeur ajoutée. Parce que sinon, en effet, je rejoins Sébastien Le Goff, déjà, ça devient moins lisible. Si on empile les dispositifs, il faut vraiment qu'ils aient une contribution, une valeur ajoutée spécifique. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on a réfléchi ce concept. Et du coup, pour répondre directement à votre question, il y a ergothérapeute, infirmier, éducateur spécialisé, aide-soignant mais formé à des techniques particulières comme par exemple une toilette basale. Toute chose qu'on suppose qu'une personne intervenant à domicile, voilà, pour des soins réguliers quotidiens sur tout type de population ne va pas forcément être formée sur ces techniques-là particulières dont on sait qu'elles sont particulièrement bénéfiques à la personne polyhandicapée, qu'une infirmière qui vient d'un établissement général, en fait, le DASMO, nous, on a plutôt recruté des professionnels qui étaient dans nos internats, donc ils connaissent déjà très bien depuis des années la situation de polyhandicap et qui étaient intéressés pour aller faire des interventions à domicile, ce qui permet aussi un peu de changer un petit peu d'horizon. Et donc, on apporte vraiment ce qu'on appelle l'hyperspécialisation ou la technicité appropriée. Et puis, psychologue pour les aspects cognitifs, la guidance familiale, et pour pouvoir évaluer justement ce que peut-être la famille n'aurait, alors en général aperçu, hein, parce que la famille c'est celle qui connaît le mieux la personne, mais qu'elle n'aurait pas forcément trouvé, donc avec le renfort de la psychologue et de l'ergo, les adaptations nécessaires. Donc ça nous est arrivé de mettre en place par exemple de la tablette à commande oculaire à domicile et voilà, de permettre une plus grande autonomie de la personne à cette occasion-là. Voilà. Il y a un médecin dans l'équipe aussi. Mais bon, il est là vraiment pour accompagner. Il y a tout petit temps de médecin. Quelque part, mais sans doute ce que je vais dire est excessif, on imagine qu'un DASMO, c'est une sorte de super SAMSA capable de répondre aux spécificités des besoins d'une personne polyhandicapée. Alors qu'une masse à domicile ou une masse externalisée, c'est une masse avec toute la richesse en pluridisciplinarité d'une masse qui est capable d'accompagner, servir, soigner une personne polyhandicapée à son domicile ou aussi en l'accueillant à la masse et accompagner ses proches. Bon, c'est le même esprit, mais deux niveaux et deux capacités quantitatives d'intervention différentes. Bon, eh bien, s'il n'y a plus d'autres questions, il nous reste à vous remercier pour votre assiduité et votre attention, vous souhaiter une bonne soirée et avoir le plaisir de vous accueillir demain matin pour la suite de ce colloque. Bonne soirée. Merci. Et merci à tous les intervenants.